Le teaming, l'esprit d'équipe, chez Bain, il est vraiment très fort. Et je sais que dans d'autres cabinets, on peut dire que ça l'est, mais pour le coup, pour avoir vécu au moins 2, je peux te dire que chez Bain, c'est très très fort. Et c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si tu as un esprit moins teaming, ça sera difficile de t'intégrer chez Bain. Tu vois, un des leitmotifs de Bain est « un Baini ne laisse jamais tomber un autre Baini ». Et c'est très vrai. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Career Insight et j'ai le plaisir de recevoir Manel Oliva Trastoy. Bonjour Manel. Bonjour Guillaume. Merci pour avoir accepté notre invitation. Tu es partenaire chez Bain & Company, l'un des principaux cabinets de conseil en stratégie au niveau mondial. Ma première question est très générale. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ? D'accord. Un parcours peut-être un peu inhabituel, Guillaume. D'accord. Donc, on commence avec des particularités peut-être. Mais moi, je suis d'Andorre. Donc pas français. Je suis venu en France à l'âge de 18 ans et j'ai démarré des études en biologie. Donc je suis ingénieur en génie génétique et ensuite j'ai un doctorat en oncologie, biologie cellulaire, biologie moléculaire. À ce stade de ma vie, je me pose la question, ce que je veux faire après, c'est d'arriver peut-être un peu tard, parce que j'avais déjà 27 ans, mais je décide de partir vers le business, et étant donné que j'avais que des études scientifiques, je me dis que faire un MBA, ça serait sûrement utile pour apporter ce bagage business que je n'avais pas. Et donc je pars aux États-Unis, à Wharton, faire mes 2 années, dans l'idée de ensuite partir dans l'industrie pharmaceutique. Mais là, je découvre le conseil, qui était un métier qui, dans mon domaine d'études, est peu connu. Donc, je le découvre là-bas et je m'intéresse. Pourquoi ? Parce que j'y vois une opportunité de faire des missions diverses et variées, donc quelque chose qui change constamment. Pour moi, c'est un fort motivateur, d'apporter de l'impact, de la valeur ajoutée. Donc, tout ça, ça me plaît. Je me renseigne et puis, finalement, voilà, je rentre dans le BCG à l'époque, où je fais 8 ans. Essentiellement dans le monde de la pharma et du consumer. Et donc, en quoi c'est important le fait que j'ai fait du consumer ? C'est que je travaille avec un certain nombre d'acteurs du consumer, je finis par m'intéresser beaucoup à cette industrie, et là, transition, je décide de partir chez Danone, qui était une entreprise avec laquelle j'avais pas mal de liens, et donc qui me contacte en me demandant si je voulais les rejoindre, et je dis oui. Et au bout de 3 ans, l'appel du conseil, je pense, frappe à la porte, si je peux dire. Et en fait, il y a eu à ce moment-là un retour dans le conseil chez Bain, comme tu disais, cette fois-ci. Alors, revenons sur la genèse de ce parcours. Tu commences tes études avec une école d'ingénieur, l'INSA, à Toulouse, et puis tu enchaînes avec un doctorat et tu fais de la recherche. Oui. Pourquoi ce choix initial ? Parce que les sciences m'ont toujours énormément plu. Et c'est toujours le cas. Je suis un scientifique dans l'âme. J'aime comprendre les choses dans le détail. J'aime décortiquer les problèmes compliqués. On en parlera après. Je pense que c'est des choses qui m'ont amené vers faire du conseil après. Mais voilà, c'est les sciences, la biologie, la vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné. Je suis pas devenu médecin presque par accident, je crois, mais j'étais parti un peu dans ce genre de parcours. Et une fois, je me suis mis à faire de la science, mon caractère étant ce qu'il est, je vais jusqu'au bout. Et donc, j'étais pas satisfait par un diplôme d'ingénieur, et d'où la thèse. Et une thèse que j'ai, je pense, réussi à valoriser dans mon expérience professionnelle. En France, c'est un diplôme qui n'est pas encore suffisamment bien vu. Ça a changé, je pense, dans les dernières années, mais on n'y est pas encore. Mais petit message à l'adresse de tous ceux qui auraient un doctorat ou qui seraient en thèse, qu'il y a des moyens de les valoriser, qu'il faut absolument valoriser ce diplôme et qu'il peut du coup ouvrir pas mal de portes.
Alors après ce doctorat, il y a le MBA à Wharton aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? C'est-à-dire, tu l'as un peu dit, mais rappelez, quel a été l'élément déclencheur de ta volonté de faire un MBA? Comment tu as choisi celui de Wharton et comment tu es parvenu à l'intégrer? Ouais. Le sujet des MBA en France est aussi particulier. Comme on a un système de grandes écoles qui est très développé, souvent beaucoup de jeunes en France se disent mais à quoi sert de faire un MBA, surtout les jeunes bien sûr qui sortent des écoles de commerce ou de management. Quand on sort d'une école, alors on pourra revenir à ça si tu veux, mais quand on sort d'une école en sciences, là il prend un sens tout à fait particulier. C'est-à-dire que soit si on veut pas se retrouver dans un parcours plutôt technique, parce que dans les sciences, on arrive assez rapidement à la technicité. Faire un MBA, c'est la façon d'ouvrir complètement le champ. Donc c'est pour ça en fait je m'étais dit avec un profil purement scientifique, les entreprises s'intéresseront à moi uniquement pour des choses scientifiques, pour être à la paillasse, voilà. Et je m'étais rendu compte pendant mes années de thèse où je me suis beaucoup épanoui, ça m'a beaucoup plu, mais je me suis rendu compte que moi être à la paillasse pendant 35 ans, ça le ferait pas. Parce que j'ai besoin que les choses bougent, j'ai besoin d'être au contact avec des gens, j'ai besoin de sentir un impact, non pas qu'on n'ait pas d'impact en étant scientifique, mais d'avoir un impact à plus court terme. Et là, quand on est scientifique, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que je décide de faire un MBA. Une fois cette décision est prise, dans l'ordre, donc d'abord c'est « OK, je fais un MBA ». Deuxième, cette décision, c'est « où ». Et donc, je ne dénigrerai absolument pas les parcours MBA en Europe, mais je me suis dit que, étant européen, autant partir. C'était le moment, j'avais 28 ans, autant aller explorer un peu le monde. Et donc, du coup, je me suis dit, si c'est pour faire un MBA, ça sera aux États-Unis, un peu la mère patrie des MBA. Et sur ce, tu sais, le reste est simple, Guillaume. Tu prends le Financial Times, tu te prends le ranking des MBA, et tu te dis, mon rêve, c'est dans les 3 premiers. Et on postule quand même à certains qui sont plus bas au cas où. Et donc là, je postule notamment à Wharton parce que il était très bien classé, mais surtout parce qu'il y a un programme Healthcare Management. Et du coup, je m'étais dit que j'arriverais à davantage intégrer un programme Healthcare, ça, connaissant mon background. Donc ça, c'était plus un peu par intérêt, mais aussi le côté un peu opportuniste, tu vois, faire tu vois tes possibilités, tu vois tes atouts et tu joues tes atouts. Et donc voilà, d'où Wharton. Et du coup, c'est pendant ce MBA à Wharton que tu découvres l'univers du conseil en stratégie. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers du conseil? Et tu as obtenu un premier stage au BCG, un stage d'été. C'était 3 mois à l'époque, en 2007. Peux-tu nous raconter comment tu as obtenu cette première expérience? Tu connais mon CV par cœur. On a un peu regardé. J'imagine. Un des avantages de faire un MBA, c'est que on peut se concentrer. Alors moi, je suis parti en MBA pour apprendre. Donc le curriculum, le programme d'études du MBA était très important pour moi et je savais que je voulais apprendre. Mais du coup, tu sais aussi que tu dois recruter. Enfin, ça coûte quand même un peu cher de faire un MBA. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une bourse, si tu veux, on pourra en parler, mais tu te dis, il faut que je rentabilise. Donc, il y a quand même la recherche d'emploi qui est très importante et qui occupe grosso modo 1/3 de ton temps. C'est pas anecdotique. Mais le grand avantage quand tu es dans un MBA et surtout dans les gros, c'est que c'est les entreprises qui viennent à toi. Et donc, il y avait énormément de foires de recrutement, d'entreprises qui viennent se présenter. Et je suis allé un jour écouter une entreprise du conseil. Alors, je saurais plus te dire laquelle était cette première, mais parce qu'en fait, mes collègues, enfin mes co-étudiants dans mes cours en MBA, il y a un certain nombre qui proviennent du conseil. Et c'est comme ça que sincèrement, j'étais complètement un bébé à l'époque. Je ne savais absolument rien de tout ça. Et c'est là tu dis, tu viens du conseil, mais genre c'est quoi? Parle-moi et tout. Et je voyais dans ces gens, alors certains étaient là pour quitter le conseil. Certains étaient là pour continuer, mais tous avaient quand même les yeux qui pétillaient. Ils parlaient tous de leur expérience dans le conseil
de façon impactante au moins, tu vois. Et donc, ça a commencé à m'intriguer. Et là, le reste, tu vois, c'est assez simple. Tu vas à une présentation, t'apprends ce que c'est, on t'explique comment on travaille, et là, tu te dis, eh bien, dis donc, ça colle plutôt avec qui je suis. Peut-être que je savais pas encore ce que je voulais faire, mais je savais déjà qui j'étais un petit peu. Et tu te dis, ça colle. Et comme je te disais, qu'est-ce qui colle? L'aspect people, l'aspect impact, l'aspect changement régulièrement, l'aspect challenge. Et après, de fil en aiguille, ben, tu te dis, je postule. J'ai postulé en même temps à des entreprises pharma, parce que pareil, j'étais pas encore tout à fait sûr. Et puis, tu sais pas non. En fait, tu sais, quand on fait du conseil, c'est probablement parce qu'on est un insecure. Et donc, du coup, j'étais pas très sûr de la valeur de mon parcours et tout. Donc, bon, bah, tu postules aussi, encore une fois, pour t'assurer que tu as au moins quelque chose. Et là, effectivement, le BCG me propose une offre de stage pour faire 3 mois pendant l'été, ici à Paris. Et du coup, j'ai pris. Alors, on fait quoi en stage au BCG à Paris pendant 3 mois l'été? On ne fait pas du monkey work, si on veut parler clairement. Alors, ça date de 2007, comme tu as dit, mais si ma mémoire est bonne, j'avais fait 2 projets, peut-être 3, mais 2, j'en suis sûr. Et en fait, tu intègres un projet comme une ressource supplémentaire et pas nécessairement comme une ressource qu'on cache ou qu'on te met quelque part. Donc, surtout qu'on veut pas que tu vois le client. Non, pas du tout. Moi, j'ai intégré le projet comme membre de l'équipe à part entière. J'avais mon module. Il était plus petit que ce que d'autres pouvaient faire. J'étais là pour apprendre quand même le métier et pour le découvrir. Mais voilà, t'as ton module. T'as ton objectif, t'as tes outils et tu délivres comme membre de l'équipe. Et aujourd'hui, quand je vois quelques années après les stagiaires sur mes missions, je vois que c'est toujours ça, c'est-à-dire on les intègre, c'est un membre de l'équipe, c'est pas du tout le petit gars qu'on cache ou la petite fille qu'on cache. Non, c'est un membre de l'équipe. On lui donne un stream, on lui donne un sujet et il ou elle va le développer. Expérience impactante et puis aussi expérience que tu as appréciée puisque quelques mois après, tu as intégré le cabinet cette fois-ci comme consultant. Oui. On est en 2008 là, et puis tu vas passer 8 ans au BCG, consultant, ensuite project leader, enfin principal. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période de ta vie? Et ce qui m'intéresse, c'est aussi comment ton rôle a changé, comment tes missions ont évolué entre le moment où tu es arrivé jeune consultant, où tu savais, j'imagine, pas forcément faire grand-chose, et puis le moment où tu es sorti du BCG en 2016, où là, tu étais un consultant devenu aguerri. Ouais, et quand tu dis que tu arrives et tu sais pas faire grand-chose, c'est tellement vrai parce qu'en fait, aucune formation te prépare à faire du conseil. Il n'y a pas l'école du conseil. Tu vois, autant quand on fait médecine, alors je dis pas que quand on se retrouve médecin face à ses patients pour la première fois tout seul, c'est pas un choc, mais au moins on te prépare à être médecin. Enseignant, on pourrait se poser la question sur les... Mais enfin, ici, il y a vraiment pas une école, il y a pas un cours. Genre, comment on est un bon consultant en stratégie. Et donc, en fait, quand tu rejoins un cabinet de conseil, notamment les 3 dont on parle, hein, tout est mis en œuvre pour déjà te former au début avec des formations, on va dire, classiques, articulées, en mode formation initiale, si tu me permets, pour que tu comprennes un peu comment on travaille, quels sont les outils, qu'est-ce que c'est une slide bien faite, etc. Comment on interagit avec nos clients. Voilà. Mais après, c'est un apprentissage qui se fait vraiment sur le tas. Et donc, petit à petit, comme tu le dis, ton rôle évolue parce que on va te mettre dans des positions de plus en plus demanding, mais on commence pas par te mettre la tête sous l'eau. Voilà. Donc, c'est vraiment un apprentissage vraiment comme l'apprentissage de plein de métiers qui se font donc avec l'expérience vivante. Tu vois. Du coup, l'évolution des rôles est assez naturelle. À savoir que, donc, quand tu commences consultant, tu as ton petit stream, tu dois faire tes analyses, hein, elles doivent être propres et nickel, pas d'erreur. Tu commences à faire tes petites pages qui doivent raconter ce que tu fais, et tu dois avoir une histoire qui raconte ce que toi t'as fait. Mais ça s'arrête là. Ton histoire s'arrête là.
Quand tu grandis, tu vas commencer à avoir des modules plus grands. Tu vas commencer à travailler avec des personnes un peu plus jeunes aussi qui vont faire une sous-partie de ton module. Et donc, du coup, tu vas commencer à apprendre de la largeur, si tu vois ce que je veux dire. Tu vas commencer à toucher des objets qui sont plus grands. Donc, tu vas commencer à écrire des histoires qui sont plus compliquées, qui sont plus travaillées, qui vont être vues par des gens plus seniors. Et tu vois, petit à petit, un jour, tu regardes en arrière et tu te dis, ah ben dis donc, ça y est, j'écris des histoires un petit peu mieux, un petit peu plus grandes, et mieux travaillées. Et donc là, tout d'un coup, on te dit, eh ben voilà, tu es prêt à devenir chef de projet. Mais tu vois, c'est vraiment un apprentissage qui vient étape par étape. Alors bien sûr, dès que tu passes chef de projet, tu sens le changement. Mais tout ce que tu as fait dans les à peu près 2 à 5 ans qui précèdent, puisqu'en fait, comme tu l'as dit, je suis arrivé consultant, ce qui est déjà à mi-chemin, à peu près entre le démarrage habituel et le premier poste de management. Et donc, tu prends ces années-là pour jusqu'à ce que tu te rends compte que ça y est, je sais le faire. Donc là, bam, on te donne le poste, et donc tu récupères ta première équipe, réellement. Pour moi, c'est ça le vrai changement quand on passe au premier poste manager, c'est que tu récupères une équipe. Et donc, pour la première fois, tu vas vraiment manager une équipe et être responsable d'un delivery global, tu vois. Et donc là, tu deviens chef de projet. Alors, chez les uns, ça s'appelle d'une façon, chez les autres, ça s'appelle d'une autre façon. Mais enfin, voilà, tu deviens chef de projet. Et ça dure aussi à peu près 5 ans. À peu près, selon les entreprises, un petit peu plus, un petit peu moins, mais voilà, 5 ans. Et pendant ces 5 ans, rebelote, en fait, tu te mets en mode apprentissage, des projets qui peuvent être de plus en plus compliqués, de plus en plus larges, où tu vas commencer à manager au bout d'un certain moment 2 projets, et plus un. Et donc, petit à petit, comme ça, on te développe, j'ai envie de dire, presque sans que tu t'en rendes compte, mais tu es en train de développer des compétences de management, tu es en train de développer une expertise dans soit ton industrie, soit ta capacité, on en reviendra. Et voilà, et au bout d'un moment, on te dit, le next step, c'est devenir partner, associé. Et là, on va regarder, comment tu t'es débrouillé. Est-ce que tu as un certain degré de commercialité? Est-ce que tu sais développer des relations, que ce soit chez Bain, mais aussi donc avec des clients, et les choses se font. Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples très concrets de projets sur lesquels tu as travaillé, alors d'abord dans les années BCG? D'accord, donc tu veux dire quand on est jeune. Exactement. On commence à des projets quand on est jeune. Qu'est-ce que tu as fait toi concrètement comme mission, tu vois, comme to-do, dans le cadre de ces projets? Alors ça se bouscule. Difficile d'en sélectionner. Non, mais parce qu'en fait, ça fait longtemps, et donc je me demande quel niveau de prescription il y a pour que je puisse en parler plus librement ou moins. Mais bon, en tout cas, ma toute première mission, en tant que consultant, pas en tant que stagiaire, en tant que consultant, ma toute première mission, donc j'arrive donc au BCG, et on me dit, tu vas travailler pour un acteur de l'énergie. Et tu vas aller étudier l'ouverture et la fermeture des capacités et les contrats de fournisseurs dans ce domaine. Alors, j'ai mis 1 semaine à comprendre ce qu'était une capacité. Et en fait, une capacité, c'est une boîte. D'accord? Donc, dans les centrales nucléaires, pour le coup, c'était dans le nucléaire. Dans les centrales nucléaires, t'as plein de récipients, mais ça s'appelle des capacités. Okay? Donc déjà. Okay. Et donc, on m'a dit, tu vas animer un plateau travail avec un certain nombre d'acheteurs chez le client, et l'objectif, c'est de les faire identifier des leviers pour aboutir à des économies d'achat, tout en faisant quand même attention au panel de fournisseurs. L'idée, ce n'est pas d'assécher le panel de fournisseurs. Donc, il y avait un certain nombre de critères. Et on m'a dit, vas-y. Et sincèrement, au début, Guillaume, tu vois, j'étais un peu en mode, tu vois, genre, ok, et qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je te dis qu'on apprend énormément par le travail. Et donc je rapportais à un principal à l'époque, Bruno Havé, dont je garde encore un très bon souvenir, et qui en fait m'a mis un peu en mode, j'ai confiance en toi, vas-y, commence à te bouger et je vais t'aider. Et donc je me suis pointé dès le lendemain chez le client seul, tu vois, un peu, et à rencontrer le client, à comprendre comment on allait travailler ensemble, qu'est-ce qu'il fallait faire. Je rentre au bureau, je vois avec mon principal donc ce que j'ai fait, on commence à donc tu vois, c'est un travail qui était effectivement très analytique. D'accord? Donc j'avais des Excel
assez gros, avec plein de lignes, à essayer de comprendre, chaque prestation, chez qui on achète, pourquoi on achète comme ça, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement. Et donc, voilà, c'est un travail très analytique. Un deuxième exemple peut-être plus vite, cette fois-ci dans le secteur de la banque, c'était mon deuxième projet. Et là, c'était une fusion de 2 banques. Et on travaillait pour l'intégration des équipes. Il se trouve que j'ai travaillé aussi avec l'équipe du procurement, donc les achats. C'est pas parce que j'avais fait le projet d'avant, mais voilà, c'est tombé comme ça. Et là, il fallait travailler avec ces gens-là en disant chez la banque A, comment fonctionne le procurement, chez la banque B, c'est comment, et du coup, ensemble, comment on va travailler, combien de personnes il faut, pour faire quoi, organiser comment, etc. Et donc, tu vois, ça reste quand même assez analytique. Tu es dans un travail vraiment de décortiquer comment ça se passe et de proposer comment ça peut se faire demain. Alors qu'on est consultant junior, j'imagine qu'on voit beaucoup de secteurs différents au départ, et puis ensuite on peut se spécialiser selon aussi les compétences et capacités, expertise qui se développent. Et toi, tu as pas mal travaillé sur le consumer et le healthcare au BCG. Alors c'est évidemment lié à tes études avant, mais pourquoi ces secteurs-là t'ont intéressé? Et pareil, est-ce que tu as une mission typique que tu as réalisée dans ces secteurs-là? Oui. Eh ben c'est marrant parce que tu vois, je t'ai donné les 2 exemples donc de l'industrie de l'énergie et de la banque. Après ça, je n'ai fait quasiment plus que du CP ou du healthcare. Et des fois, les jeunes nous demandent, surtout les jeunes qui nous rejoignent en ayant déjà un tout petit peu d'expérience professionnelle, ils nous disent moi j'aimerais commencer des projets dans ce secteur parce que c'est un secteur que je connais. Pour moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand on fait du conseil, surtout quand on est jeune, tant qu'on est consultant, on n'est pas là pour être un expert. Ça serait quand même un petit peu fort en café d'aller essayer de vendre à quelqu'un qui a à peine quelques mois d'expérience professionnelle ou voire 1 an et demi, 2 ans d'expérience professionnelle peut être un expert d'un sujet. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des domaines qui sont tellement nouveaux, tellement niches que peut-être, mais enfin en général c'est un peu compliqué à faire passer ça. Donc quand on arrive dans le conseil, la première chose qu'on doit apprendre, c'est d'être un consultant, pas un expert. Et du coup, plus tu es loin de ton domaine d'expertise et de ta zone de confort, et moins tu es tenté de montrer une attitude d'expert ou d'essayer de montrer une attitude d'expert. Tu vois. Et donc, quand j'entends, ça nous arrive assez souvent d'ailleurs, les gens qui viennent de la pharma, qui nous disent je vais faire que de la pharma, et je dis oui, top, tu feras de la pharma, mais mon conseil à moi, c'est démarre par faire autre chose. Parce qu'il y a cette attitude, il faut comprendre notre posture. En tant que consultant, c'est quoi ta posture? Et quand tu es jeune, elle n'est pas dans l'expertise, elle est dans savoir analyser, savoir parler, savoir expliquer, et en fait être capable de travailler sur des sujets très divers et variés, et pas seulement sur ceux que tu connais déjà. Donc du coup, j'ai été content d'avoir fait ces 2 expériences-là, sachant que quand j'étais rentré au BCG, je leur avais dit, c'est pour faire de la pharma, on est d'accord. Tu vois? Et on m'avait dit, peut-être, tu vois, on va y venir. Bien sûr. Et donc du coup, effectivement, après ces 2 projets, j'ai fait quasiment plus que de la pharma et du CP. Il y a sûrement eu des exceptions, enfin voilà. Et donc j'ai commencé à faire pas mal de pharma. Puisque c'était là pour le coup, ça y est, on m'a dit, ça y est, tu sais un petit peu ce que c'est que d'être un consultant, tu commences à comprendre la posture, et donc maintenant, c'est le moment de commencer aussi à faire appel à tes connaissances antérieures qui peuvent apporter un plus dans l'émission. Et donc voilà, on commence à te mettre dans des cas pharma. Le premier a été super dur, parce que je suis tombé dans ce piège, j'ai fait un petit peu de retour, je suis tombé dans le piège de l'expertise, et donc j'ai pas mal trimé, si tu me permets ce mot, parce que voilà, j'étais revenu un petit peu dans le mode expert. Mais après non, et donc j'ai fait quoi? J'ai fait, dans la pharma, j'ai fait stratégie vaccin Moyen-Orient. J'avais trouvé ça vraiment ultra intéressant. J'avais fait operating model commercial européen, donc pour tous les pays d'Europe, d'un grand groupe de la pharma. On a inventé un nouveau modèle commercial et on l'a mis en place. Ça avait été un très long projet. J'ai fait de la due diligence. Un projet que j'ai fait a abouti à une acquisition de 20 milliards d'euros quand même. Tu vois, quand je te parlais un petit peu de l'impact et des choses, je dis pas qu'il y a que ça qui compte dans la vie, mais moi, c'est ce qui m'attirait.
J'ai fait des stratégies de lancement ou d'entrée de marché pour des produits orphelins, des médicaments orphelins. Et dans le CP, ensuite, j'ai fait beaucoup de marketing, bien sûr, de l'organisation marketing, du travail de croissance de marque, de la réorganisation. L'industrie du consumer est une industrie qui se réinvente très souvent. C'est sûrement celle qui se réinvente le plus, puisqu'en fait, c'est une industrie qui suit vraiment de très près l'évolution du consommateur. Pour le coup, c'est une industrie qui est extrêmement proche du consommateur. Et du coup, elle se réinvente sans cesse parce que le consommateur change. Et du coup, il y a beaucoup de travail d'organisation dans le sens comment s'assurer qu'on répond au mieux aux besoins du consommateur. Et il y a le produit, la marque, mais il y a aussi comment on le fait. Et donc, du coup, il y a pas mal de travail d'organisation. Alors, le consumer, ça nous amène à ta deuxième expérience professionnelle après 8 ans passés au BCG, on est en 2016, et tu fais une transition du conseil vers un corporate, Danone. Pourquoi cette transition et quelles ont été tes missions au sein de Danone? 2016, naissance de mon premier enfant. Ça semblera une boutade, mais c'est des moments qui marquent et qui sont propices aussi à une réflexion sur soi. On se dit, je rentre dans une nouvelle étape de ma vie. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose ou pas, etc. Donc, moment un peu de réflexion. J'étais à ma 4e année de principal au BCG. J'étais plus très loin du moment de l'évaluation pour un éventuel passage partner. Et je commençais à me poser des questions. Serais-je un bon partner? Si jamais je passais partner, serais-je un bon partner? Parce que, pour le coup, le métier semble beaucoup plus différent. Semble très différent, pardon. Et donc, je pense que beaucoup de mes collègues se reconnaîtront sur ce moment d'incertitude. Est-ce qu'être partner est fait pour moi? Est-ce que je serai successful? Donc, en plus, voilà, pour moi, un enfant qui arrive, qui rebat les cartes et surtout, Danone qui me contacte et qui me dit « Bonjour Manel, est-ce que tu souhaiterais nous rejoindre ?» Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a fait le plus réfléchir parce que, pareil, je pense qu'un certain nombre de mes collègues vont aussi se reconnaître dans le fait que parfois, quand on est dans le conseil, on se pose pas de questions. Tant que on performe bien et que ça avance bien, comme c'est un métier, c'est une industrie où les différents postes, les différentes étapes sont assez codifiées, tu te poses pas trop de questions parce qu'en fait, quand tu es consultant, le poste d'après, c'est d'être manager, puis senior manager, puis AP. Et donc, tu vois, il y a pas beaucoup de questions. Quand tu travailles dans une grande entreprise du CAC 40, par exemple, quand tu finis un poste, en fait, les cartes sont beaucoup plus rebattues. Et du coup, tu es plus en réflexion régulière de ce que tu veux faire après. Alors, je dis pas que tous les 2 ans, tu changes complètement, mais il y a une réflexion qui se mène tous les 2, 3, 4 ans, enfin, selon à la vitesse à laquelle tu changes de poste, qui dans le conseil n'existe pas. La voie du conseil est plus linéaire. Alors, on a créé des paths d'expertise et des choses comme ça qui permettent à certaines personnes de se développer un peu différemment du track habituel et qui leur correspond mieux, et tant mieux, c'est très bien. Mais ça reste quand même quelque chose de assez simple, sincèrement. Et donc en fait, je m'étais jamais trop posé la question de quitter le conseil. Ça me plaisait, ça se passait bien, et donc tu te poses pas trop la question. Et donc, il y a des moments dans ta vie où il y a des externalités qui viennent te secouer le cocotier et qui viennent te secouer de l'intérieur et tes certitudes tombent. Et des fois, c'est aussi simple que quelqu'un qui te propose de les rejoindre sur un job assez différent, mais que malgré cela, tu te dis oui, mais je peux me projeter, je sais comment le faire, tu vois. Et tu te dis, nouvelle expérience, j'ai jamais bossé de l'autre côté de la barrière, ça fait 8 ans que je conseille des clients sur comment ils doivent s'organiser, comment ils doivent faire, et j'ai jamais été de l'autre côté, je sais pas ce que devient une mission de conseil une fois nous sommes partis, je sais pas comment elle est initiée non plus. Et tu sais, quand je te disais que j'aimais la science, je pense que le raccourci simple, c'est que je suis très curieux, et ça m'a pris. Tu vois, je me suis dit, j'ai une opportunité qui, sincèrement, merci Franck, si jamais tu m'écoutes un jour, me tombe du ciel. Et je me suis dit, je la prends, parce que j'ai envie d'apprendre
autre chose et de faire quelque chose encore de différent. Tu vois, je te disais, j'étais allé dans le conseil parce que ça change tout le temps. Eh ben voilà, changement. Et puis voilà, je te dis aussi, premier enfant, le conseil est un métier très demanding. Je dis pas que quand on va dans une boîte du CAC 40, c'est la plage, pas du tout. Mais ce n'est pas pareil. Et du coup, c'est toutes ces choses-là qui m'ont fait me dire, allons tenter cette expérience. Alors, c'était quoi ton rôle du coup chez Danone? J'étais le responsable de la transformation pour le groupe Danone au niveau mondial. À l'époque iconique d'Emmanuel Faber. Je dis iconique parce que c'est quelqu'un qui était donc très connu et qui a beaucoup transformé l'entreprise. Et donc du coup, travailler dans la transformation à ce moment-là m'avait paru quelque chose de très intéressant. Et donc pendant 1 an et quelques, donc j'étais le responsable de la transformation et donc j'ai fait un certain nombre de missions, on a regardé des acquisitions, dans l'angle, mon angle à moi, c'est plutôt comment on l'intègre chez nous. J'ai fait des projets de transformation d'équipe, j'ai fait des projets de transformation de culture, d'ailleurs. Et donc ça a été pendant à peu près un an, un peu plus d'1 an. Et ensuite, l'équipe a été réorganisée et je me suis concentré sur ce qu'on appelait le Growth Innovation. Donc, je suis devenu le directeur de la transformation du Growth Innovation, où là, je travaillais avec les patrons Growth sur la mise en place de l'équipe, sur quelles sont les priorités de cette équipe, comment travailler, comment délivrer, comment aider l'entreprise à croître dans le digital, dans les capacités marketing, dans l'innovation, tu vois, sous un angle donc capacité. Et j'imagine tu as aussi eu recours à des cabinets de conseil, mais cette fois-ci en tant que client. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as revu tes anciens collègues? Oui. Oui, j'ai dû suivre 3 ou 4 missions de conseil avec, pour 2 d'entre elles, des anciens collègues. Et du coup, ça avait fait que c'était assez facile. Je me sentais un peu le chef de projet de la mission, tu vois, parce que voilà, j'étais principal à peine 1 an avant, hein, donc j'étais encore principal 1 an avant, et donc je me souviens de cette mission en particulier avec Emmanuel, où je savais pas rester assis dans la salle de réunion quand il me présentait un truc, il fallait que je me lève, que j'aille au paperboard et que je leur massacre, ou c'est notre façon de parler, mais que je travaille leur framework en disant moi j'aurais vu le framework un peu différemment. Donc oui, j'ai fait appel au conseil avec dont mes anciens collègues, mais aussi avec d'autres. Forcément, ça me donnait une façon tout à fait particulière de voir la mission du conseil. Hein. Alors, comment on choisit du coup le prestataire cabinet quand on est le client? Alors, en essayant de ne pas trop simplifier, je pense qu'il y a l'expertise, la relation et le prix. Ou en tout cas, le rapport prix-valeur. Value. Ok. Expertise, parce que si on fait appel à des consultants, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on pense qu'on ne sait pas faire assez bien. Dans un certain nombre de domaines, c'est normal. Une entreprise qui fait du consumer ne fait pas des acquisitions, enfin une entreprise, n'importe laquelle, ou la plupart d'entre elles ne font pas des acquisitions tous les jours. Donc quand tu fais une intégration d'une entreprise que tu rachètes, et notamment d'une entreprise grande, c'est un exercice que tu fais pas souvent. Et donc te faire aider, pour moi, fait du sens. Tu vois, parfois aussi, tu as envie qu'on vienne te challenger. Ça fait des années que tu fais quelque chose, que tu travailles sur tes marques. Tout d'un coup, tu as une marque qui ne marche plus aussi bien et tu n'arrives pas à le régler parce que tu as besoin qu'on vienne t'apporter une vision extérieure, qu'on vienne te challenger et tout ça. Donc tu vois, la notion d'expertise est très importante. On fait pas venir des consultants parce qu'ils sont gentils et ils savent parler, mais il faut vraiment qu'ils t'apportent une expertise et je pense que c'est au cœur. D'accord? L'expertise, le fait qu'on a une méthode pour faire des choses, le fait aussi qu'on peut être très rapide. Tu vois, donc ça c'est très important. Je pense que de façon presque tout aussi importante, c'est la relation. Est-ce que je vais travailler bien avec ces gens-là? Est-ce que on va s'entendre? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce que du coup ça va être fluide
On va pouvoir avancer plus vite. Est-ce que je vais pouvoir avoir confiance en eux? Et pour moi, c'est primordial. Primordial. Donc, faire venir quelqu'un, c'est comme, je sais pas pourquoi, enfin, c'est faire venir quelqu'un chez toi. Et donc, t'espères que tu laisses pas rentrer n'importe qui et que voilà. Donc, il y a cet aspect relationnel qui est très important. Et du coup, oui, bien sûr. Après, il y a toujours une question sur. Je l'ai vu surtout quand j'étais donc chez Danone. Il y a une question de prix qui est évidente, qui se discute quand même. Alors, après un peu plus de 3 ans chez Danone, tu rebascules côté conseil, mais tu changes de cabinet. Tu intègres Bain, Bain & Company, qui est concurrent du BCG, qui fait partie de ces MBB avec McKinsey, qui est le 3e. Pourquoi ce retour côté conseil et pourquoi Bain? Donc, nous sommes en 2019. Et d'après toi, qu'est-ce qui est arrivé en 2019 dans ma vie? Le second enfant? Exactement. Second enfant. Donc, remoment de questionnement. En même temps, cette fois-ci, si je suis honnête, l'enfant est arrivé alors que j'avais déjà commencé un travail d'introspection et de me dire c'est quoi le prochain poste, parce que comme je t'expliquais, quand tu arrives à peu près 3 ans dans une boîte du CAC 40 en particulier, surtout dans le genre de poste où j'étais, commence à arriver le moment de se poser la question du prochain poste. Et le prochain poste est tout sauf évident. Ce n'est pas du genre, si t'es ici, ton prochain poste, c'est lui. Non. T'es ici et ton prochain poste, c'est un de tout cela. Et donc, voilà, j'avais commencé une réflexion sur c'est quoi le prochain poste. Quand on est dans une boîte du CAC 40, c'est assez facile c'est assez habituel qu'on te propose une expatriation. D'ailleurs, Danone m'avait proposé des postes à l'expatriation et moi, pour des raisons personnelles de vie familiale, je ne voulais pas m'expatrier. Je ne voulais pas, moi, m'expatrier tout seul, et 2, je voulais pas expatrier ma famille non plus, puisque en fait, mon époux est agent immobilier et c'est un métier qui n'est pas très exportable. Et donc du coup, voilà, les postes qu'on me proposait à l'intérieur de Danone ne me correspondaient pas. Ou en tout cas, j'étais pas sûr que c'était ce que j'avais envie de faire. Et sur ce, qu'est-ce qui se passe? Un chasseur de tête me contacte, Laurent, et il me dit ça t'intéresserait pas de retourner dans le conseil? Et sincèrement, je m'étais pas posé la question, mais ça m'a fait tilt. Tu vois, je me suis dit dis donc. Et donc j'ai dit mais pourquoi tu dis ça? Il me dit mais parce que c'est en fait finalement pas si inhabituel que ça de voir des gens qui, au bout de 3 ans, d'avoir quitté le conseil, acquièrent une expérience chez ceux qui sont habituellement les clients des sociétés de conseil et qui finalement se disent, grâce à cette expérience, je peux être encore un meilleur consultant que ce que j'étais avant. Et donc, il m'avait dit, ce n'est pas inhabituel. C'est pas peut-être la chose la plus habituelle, mais ça s'est vu. Tu serais pas le premier. Et du coup, j'ai pris un congé paternité pour m'occuper de mon 2e enfant. Donc, je me suis arrêté 3 mois, je crois. La famille est vraiment très importante pour moi et j'ai voulu être là pour mes enfants quand ils étaient tout petits. Et du coup, ces 3 mois à la maison, j'ai commencé à envoyer quelques CV et assez rapidement, Bain est apparu comme une possibilité. Ça faisait partie des conseils, des entreprises qui restaient dans le même niveau, on va dire, je veux pas être péjoratif, mais qui restent dans le même microcosme dans lequel j'étais, d'accord? Et du coup, je rencontre les gens de Bain un peu en mode, je vois pas pourquoi vous vous intéresseriez à moi, tu vois? Et là, ça se passe super bien dès le premier entretien. Enfin, la connexion a été très forte. Je me suis remis à repenser à ce que c'était que de faire du conseil, à ce côté que je te disais, dont je te parlais de l'émission qui change, l'impact très fort tout le temps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi reconnaître, et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est que dans les grandes entreprises, les temps sont plus longs aussi. Alors, je dis pas que des fois, il faut pas aller vite, mais
quand tu travailles dans une grande entreprise, le temps est aussi un petit peu plus long. Et du coup, dans le conseil, j'ai retrouvé à nouveau, oui, un petit peu cette adrénaline qui, dans le conseil, est tout le temps là et qui, moi, me manquait un petit peu. Et donc, voilà, mes entretiens se passent très bien chez Bain. Je crois que j'ai passé 8 ou 9 entretiens, tous avec des partenaires. Et là, c'était vraiment des conversations sur comment tu te vois, qu'est-ce que tu ferais chez nous, comment tu abordes un problème, comment tu parles avec des clients, etc. Et toutes les conversations m'ont tellement plu et tout ça que la décision a été assez facile. Alors, tes partenaires, aujourd'hui, chez Bain, quelles sont les particularités de Bain par rapport au BCG que tu as connu avant? Évidemment, tu n'as pas le même rôle, donc c'est toujours difficile de comparer quand on n'évolue pas au même grade. Mais est-ce qu'il y a des expertises particulières, des points différenciants entre les deux, de Bain par rapport au BCG? Oui, il y en a. Donc déjà, d'un point de vue contenu, travail que nous faisons, la première particularité de Bain, c'est que nous avons une practice private equity qui est très grande. Et elle est beaucoup plus grande que nos deux autres concurrents, sachant que Bain est le petit des trois, mais sur la practice private equity, nous sommes plus grands. Donc ça montre à quel point pour nous c'est une practice importante et on a beaucoup de travail. C'est une practice qui est particulière, puisque contrairement au travail corporate, c'est des missions courtes, très focalisées, avec la nécessité d'arriver très vite à une réponse. Et donc c'est d'une puissance incroyable pour former l'esprit à ce que je te disais, à décortiquer le problème, assez rapidement être capable d'identifier ce qui est important et où tu vas passer ton temps versus ce qui ne l'est pas, parce qu'en fait, t'as 2-3 semaines pour répondre. Donc, tous les jours comptent. J'ai presque envie de te dire, toutes les heures comptent. Et donc, c'est une formation très intéressante et que pour le coup, donc chez nous, comme c'est une partie tellement importante de notre business, tous les consultants y passent. Pour le coup, ils y passent tous. On dit ça la ring fence, et tous les consultants qui nous rejoignent savent que, à de très très rares exceptions, et je sais même pas s'il y en a, on va passer dans la ring fence. Et le passage dans cette ring fence est extrêmement formateur. Je trouve qu'il est... Alors moi je l'ai pas fait, donc tu pourrais me dire c'est facile de le lire sans l'avoir fait, mais je le vois sur nos consultants, et je vois que ça apporte une façon de réfléchir très efficace, et une façon de délivrer, de produire très rapide, très efficace, tôt dans le process. Tu vois. Donc ça, c'est une première différence qui est donc liée à notre business, mais qui a un impact sur, tu vois, comment on forme nos gens. Une deuxième particularité, c'est que on a pris le pli de l'ESG très vite. On a beaucoup investi en ESG. Et aujourd'hui, sur la place de Paris, je pense que nous avons une position tout à fait enviable sur ces domaines-là. Nous travaillons pour beaucoup de secteurs. Et tu vois, E et G, à mon avis, t'as pensé carbone. Et donc, t'as raison. Mais ça, c'est le E. Mais il y a le S et le G. Alors, le G, soyons honnêtes, c'est un peu le parent pauvre aujourd'hui de l'ESG, et mea culpa, notre culpa, la culpa. Enfin, je pense que tout le monde devrait se mettre davantage sur le G. Mais sur le S, on commence à être bien actif, à travailler là-dessus. On développe des points de vue sur la responsabilité sociale des entreprises, sur la diversité, sur l'inclusion, sur le donner du sens à ce qu'on fait, et on commence à accompagner un certain nombre de clients là-dessus. Alors on fait ça beaucoup chez nous, je pense qu'on va en parler plus tard, en tout cas pour moi c'est important, mais on commence aussi à le faire chez nos clients. Et donc après, bien sûr, là où je venais, sur la partie E, la partie environnement, il y a le carbone, il y a l'eau, il y a la circularité, il y a la biodiversité, et on fait beaucoup de travail là-dessus, on en est très fiers. Et après, la troisième particularité, je m'arrêterai là, c'est le teaming, l'esprit d'équipe. Chez Bain, il est vraiment très fort. Et je sais que dans d'autres cabinets, on peut dire que ça l'est, mais pour le coup, pour avoir vécu au moins 2, je peux te dire que chez Bain, c'est très très fort. Et c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si tu as un esprit moins teaming, ça sera difficile de t'intégrer chez Bain, tu vois. Mais un des leitmotifs de Bain est un béni ne laisse jamais tomber un autre béni, et c'est très vrai. Et c'est très vrai. Comme on a aussi une taille encore
on est plus petit que nos deux autres concurrents. On a une taille encore qui nous permet aussi d'être plus proches les uns des autres. Mais je pense que ce n'est pas que la taille, parce que souvent on nous dit ça. On dit oui, c'est ça parce que votre taille. Oui, elle joue. Oui, ça aide. Mais en fait, c'est tellement ancré dans la culture de Bain que non, c'est pas que ça. C'est vraiment un esprit de collaboration très très fort. Les gens se connaissent. On dit souvent que Bain est connu parce qu'on fait la fête. Mais ça, c'est juste le corollaire du teaming. On vient pas chez Bain parce qu'on aime faire la fête. Pas du tout. Et là, tu vois. mais c'est cet esprit tellement fort de camaraderie qui génère en fait qu'effectivement on s'amuse beaucoup ensemble. Et donc je pense que ça, c'est vraiment vrai et ça mérite d'être mentionné. Et dans quelle mesure ton expérience chez le client, chez Danone, t'aide-t-elle dans ton quotidien aujourd'hui en tant que partenaire, à la fois pour originer le mandat et ensuite pour exécuter le projet? Oui. Nous sommes pas nombreux nous sommes pas majoritaires à avoir le double cursus. Et sincèrement, je pense que ça mène quelque chose, c'est que j'ai une facilité ou une propension plus grande à me mettre dans les chaussures de mes clients. Pas d'un point de vue contenu, parce que mes collègues qui n'ont jamais été dans une boîte du CAC 40 n'ont pas besoin de ça pour être bons dans le contenu, et ils le sont peut-être même plus que moi. Mais avoir été de l'autre côté, avoir reçu des propals, avoir dû se poser la question avec quel partenaire je veux travailler, s'être posé la question et une fois la mission de conseil va se terminer, qu'est-ce que je vais en faire derrière, s'être posé la question j'ai un projet que j'aimerais faire avec des consultants, mais j'ai pas le budget, donc je dois aller chercher le budget, donc je dois aller parler avec mon chef. Tout ça, ça me donne une vision qui, je pense, est utile pour comprendre mon client, qu'est-ce qui est en train de traverser son esprit quand il nous parle, qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit avant de nous parler, et qu'est-ce qui va lui traverser l'esprit après, ce qu'il va devoir faire. Et aujourd'hui, par exemple, ça m'aide à aider mes clients à naviguer leurs propres organisations, par exemple. Parce que je les connais, parce que je sais les process d'une boîte du CAC 40 pour les avoir vécus. Et je pense et du moins j'espère que ça apporte un plus. Est-ce que tu as gardé cette spécialisation sur les secteurs consumer et pharma chez Bain? Oui. Autant je te disais, Guillaume, que quand on est consultant, il faut être dans une logique de apprendre la posture du consultant et non de l'expert. Autant plus on avance dans la carrière, plus on a besoin d'être capable d'apporter une expertise déjà soi-même. Et donc du coup, en général, en tout cas chez Bain, l'affiliation démarre quand on est senior manager. Et à partir de là, on peut changer d'affiliation, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où on passe senior manager, c'est à partir de ce moment-là où l'expertise commence à être reconnue et commence à être importante dans le rôle qu'on développe. Et donc du coup, ça serait très compliqué pour un partner qui a fait toute sa carrière de conseil, quasiment toute, dans deux industries, et qui est allé chez l'un des clients dans ces industries-là, ça serait difficile d'aller dans une autre industrie. C'est éventuellement possible si tu joues sur une capacité. Par exemple, tu développes une capacité de transformation. Tu as développé cette capacité dans l'industrie du CP, du consumer, mais tu vas pouvoir aller la déployer dans la finance, dans le healthcare, ou dans l'énergie. Donc ça, c'est vrai dans les capacités. Mais quand tu développes des compétences sectorielles, du coup, tu prends une coloration forte sur ces secteurs. Donc oui, aujourd'hui, je fais essentiellement du CP et de la pharma. Ça fait 15 ans que tu évolues dans le monde du conseil. Selon toi, qu'est-ce que recherche concrètement un client quand il fait appel à un moment donné de la vie de son entreprise à un cabinet comme le BCG ou Bain? De l'aide. Un client, quand il se pose la question de nous parler, c'est qu'il a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Donc, il cherche de l'aide. Et comme je te disais tout à l'heure, il va chercher une expertise qui lui manque, les bonnes personnes pour le faire, et dans les conditions qui fonctionnent pour lui ou pour elle. D'accord ? Donc, c'est une recherche d'aide. Après, il y a un autre volet de notre métier qui parfois les jeunes voient moins.
c'est que nous n'est pas là à attendre que nos clients nous contactent en nous disant « Hey, les gars de Bain, on a besoin de vous. » D'accord ? On a aussi un rôle d'aller ouvrir les yeux un petit peu à nos clients de façon tout à fait, je dis ça de façon tout à fait humble, hein, et de leur dire tiens, alors c'est extrêmement rare qu'on leur dise il y a un concurrent qui fait ça parce que on ne dit pas à un concurrent ce que fait leur autre concurrent. D'ailleurs, chez Bain, les équipes de compte sont séparées. Et donc, les concurrents de Danone, il y a un certain nombre de partenaires chez Bain qui travaillent pour des concurrents de Danone. Je les connais, on se parle et tout ça, mais on ne parle pas de business. On peut parler du business de Bain, mais pas du business de nos clients. Mais en tout cas, on voit des choses qui se font dans l'industrie. Ça, oui. On voit des choses qui se font dans d'autres industries. Et donc, on a aussi une mission, un rôle de dire à nos clients, vous savez, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous y avez réfléchi? Et donc, du coup, on essaie aussi de les aider à rester toujours au top. Et donc, on n'est pas là sagement à attendre que tu viennes me voir, Guillaume, un jour avec une mission, mais je viendrai te voir, moi, toi, et te dire, est-ce que tu as pensé pour faire croître Teaming You, est-ce que tu as pensé à faire comme ça? Tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'entreprise que tu as, peut-être sans citer le nom, si jamais c'est confidentiel, mais oui. Une idée que tu as donnée à un manager d'une entreprise. Oui, aujourd'hui, il y en a une très facile, c'est le Gen AI. Vous avez entendu parler, non, de Gen AI? Bien sûr. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se posent la question sur comment aborder le Generative AI. Est-ce que c'est intéressant pour moi? Si oui, pour faire quoi? Je le fais comment? Ça va me coûter combien? Je peux attendre quoi comme retour, etc. Il se trouve que chez Bain, ça fait aujourd'hui 3 ans qu'on travaille avec OpenAI. Soit dit en passant, c'est notre spécificité parce que on a pris le pli du Gen AI les premiers, je pense, dans notre industrie. Et donc du coup, on va voir nos clients et on leur dit alors Gen AI, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'était plutôt l'an dernier. Maintenant, ça y est, les gens commencent à savoir ce que c'est Gen AI. Et encore, hein, parce que la distinction entre Generative AI et AI tout court n'est pas toujours claire. Mais du coup, on va les voir, on leur dit, les tout premiers clients, c'était est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Et du coup, dans ces cas-là, nous aussi, on peut être en mode un peu d'investissement, tu vois, parce que nous aussi, on veut développer une compétence. Bon, maintenant, ça y est, on a fait beaucoup de cas, on a beaucoup d'expérience. Et du coup, on va voir des clients en disant, voilà ce que nous savons faire. Voilà ce que je pense, parce que je connais Danone, parce que je connais mon client. Je lui dis, tiens, j'ai réfléchi pour toi, et je me dis que cet aspect de Gen AI serait intéressant pour toi. Celui-ci, là, non. Mais ça, oui. Tu y as pensé? Tu veux qu'on en parle et tout ça. Donc, tu vois, ça, c'est du tout récent. Ça, c'est tout récent. Tu veux un deuxième exemple? Sur l'ESG, les entreprises sont aujourd'hui... Alors, beaucoup l'ont déjà fait, donc je pense que le pic de la vague est passé, mais il reste encore un certain nombre. Mais jusqu'à l'an dernier ou il y a 2 ans, les entreprises étaient très occupées à se dire comment elles vont contribuer à la limitation donc de l'augmentation des températures et qu'est-ce qu'elles peuvent faire elles pour contribuer. Et je sais pas si tu as entendu parler de l'SBTI, mais donc du coup beaucoup d'entreprises se sont retrouvées à devoir soumettre leur plan SBTI. Pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent, c'est une organisation non gouvernementale qui vient sanctionner les plans des entreprises pour dire si oui ou non ils croient que ce qu'ils disent est vrai, pour faire simple. Et du coup, un jour, je parlais avec une cliente qui me disait qu'elle était sous l'eau. Je lui dis, mais pourquoi t'es autant sous l'eau, plus que d'habitude et tout? Elle me dit, mais parce qu'il faut préparer notre soumission SBTI et je vois vraiment pas comment je vais y arriver dans le temps que j'ai et tout ça. Et je lui ai dit tout simplement, je lui ai dit, mais quelqu'un t'aide? Elle m'a dit, non. Je lui ai dit, pourquoi tu m'en parles pas? Elle me dit, mais tu peux m'aider? Mais oui. Et voilà. Et donc, tu vois, c'est le métier. Tu te souviens, je t'ai dit le deuxième aspect important, c'est la proximité, c'est la relation. Ben, si j'avais pas cette connaissance de ce qui se passe chez mes clients, si j'avais pas cette proximité avec certains de mes clients du moins, avec qui on peut avoir des conversations un peu ouvertes, tu vois, sur qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui, comment je pourrais t'aider, eh ben, on n'aurait pas fait ce projet. Je rebondis parce que tu as cité plusieurs fois Danone
dans tes missions chez Bain, j'imagine que ce qui est intéressant aussi pour un cabinet comme Bain, c'est en recrutant quelqu'un qui est passé par Danone, ça facilite aussi la relation pour ensuite obtenir des mandats avec ce groupe-là. Et j'imagine que tu travailles encore avec Danone côté conseil maintenant. Oui, tu remarqueras, Guillaume, que je ne pense pas avoir jamais dit que je travaille pour Danone. Donc, je travaille pour l'industrie du CP. Mais bon, bien évidemment, connaître une entreprise comme Danone, ça m'aide à développer certaines relations chez ses clients et du coup à pouvoir travailler avec eux. Nous, on le voit chez Training New, il y a beaucoup d'étudiants et de jeunes diplômés qui sont attirés par le métier de consultant en stratégie et qu'on est étudiant, on veut faire des stages, qu'on est jeune diplômé, on veut débuter sa carrière en CDI chez les cabinets de conseil, et notamment les plus gros comme McKinsey, BCG et Bain. Qu'est-ce que tu attends, toi, d'un jeune collaborateur aujourd'hui ? En vrac, de l'ouverture d'esprit, de l'envie de faire changer les choses, de l'engagement, une capacité analytique hors pair, du smart, tu vois, de la bienveillance. Et avec ça, je pense que je suis assez content. C'est déjà un bon combo. Ouais. Quels seraient tes conseils pour aider un jeune à intégrer Bain en tant que stagiaire ou consultant? Et ensuite, quels seraient tes conseils pour évoluer et grandir au sein d'un cabinet comme Bain? Les conseils pour nous rejoindre, comme je te disais, il n'y a pas une formation qui prépare à ce qu'on fait. Donc déjà, ça veut dire que, alors, n'importe qui ne peut pas nous rejoindre, mais il ne faut pas croire qu'il faut avoir nécessairement fait telle école ou telle formation pour venir. Donc premier conseil, premier conseil pour aller dans le conseil, si vous vous dites que c'est un métier qui est pour vous, si vous vous reconnaissez dans les qualités que j'ai mentionnées tout à l'heure ou dans les caractéristiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, ne vous mettez aucun frein. Déjà, si vous vous mettez des freins, c'est que probablement vous ne serez pas un bon consultant, déjà, hein, parce que dans le conseil, il faut rêver grand. Il faut rêver grand parce que voilà, on rêve comme ça. Peut-être qu'on arrivera à ici, mais si on commence à rêver ici, on n'ira pas bien loin. Et je dis ça par rapport à ce qu'on délivre même à nos clients. Donc, premier conseil, je pense que c'est ne vous freinez pas. Si vous avez envie de faire ça, il faut y aller. Okay ? 2, quand même, il faut bien se préparer. Il faut très bien se préparer. Et on est là pour ça. Eh bien, tant mieux, et merci. Parce que, soyons honnêtes, le processus de sélection pour rentrer dans moi, je vais parler de ce que je connais, qui sont les MBB. Hein. Donc, le processus de sélection pour rentrer chez nous est un processus qui est très fair, mais qui est effectivement très sélectif. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est difficile, Guillaume, soyons honnêtes. Il est difficile pas dans le sens où... il est difficile dans le sens où il est très demanding. Et où finalement, on n'a pas le temps de passer des années pour valider un certain nombre d'acquis. Et donc, c'est l'industrie qui est faite comme ça. On pourrait se dire, est-ce que ça pourrait pas être fait autrement ? Peut-être. Mais en tout cas, l'industrie est faite comme ça. On est dans une industrie qui est demanding et qui, du coup, promeut les gens très rapidement. Et donc, il faut être prêt, effectivement, tous les à peu près 2 ans, à peu près, hein, pour une promotion. Et donc, on n'est pas dans une industrie où tu peux rester 6 ans dans un poste. D'ailleurs, qui aurait envie de faire 6 ans associate consultant, enfin, sincèrement. Parce que c'est dur quand même, parce que on est tout le temps en train de faire des analyses, il faut aller vite et tout, et donc on a peut-être envie au bout d'un certain temps, enfin en tout cas c'était mon cas, de faire des choses qui sont entre guillemets plus grandes. Par grande, je veux dire qui touchent à d'autres aspects et pas seulement aller pour faire simple à l'Excel. Je caricature, mais tu vois un peu le point. Et donc du coup, il faut très bien se préparer parce que l'objectif des entretiens de recrutement, c'est d'identifier dans un nombre limité d'entretiens les gens qui ont les caractéristiques qui en feront de bons consultants.
Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on échoue à ça qu'on n'est pas un bon professionnel. C'est juste que on s'est dit, il n'y a pas ce qu'il faut pour être un bon consultant, ou du moins, la marche est trop haute, et du coup, on va tous souffrir. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il faut venir avec un bagage solide, mais ça ne suffit pas. Parce que ce bagage, si vous savez pas l'utiliser au bon escient, au bon moment, à la bonne vitesse, vous passez à côté du truc. Les entretiens durent peu de temps, et vous avez ce temps pour, et d'une, convaincre la personne en face de vous de votre background intellectuel, mais aussi la convaincre de votre background en tant qu'individu, en tant que personne. Et ça s'apprend à faire ça en un temps court. Je te prendrai l'exemple pour ceux qui connaissent un peu le système américain des tests pour entrer à l'université. Tu peux te prendre le major de Polytechnique ou de Centrale ici, ou de HEC. S'il ne s'est pas préparé à passer ces tests, il y a 3 bonnes chances sur 4 pour qu'il échoue. Parce qu'il faut se préparer à ce test, parce qu'il y a une formalisation, il y a un aspect formel qu'on apprend. Eh bien, les entretiens de conseil, il faut les voir vraiment comme ça. Il y a une méthode. Les entretiens de conseil sont très, très, très souvent faits de la même façon. Et donc, il y a une méthode pour se préparer. Et donc, il faut très bien se préparer. En tout cas, dites-vous que si vous êtes en phase de l'entretien, c'est pour donner le meilleur de vous-même et pas pour se dire « je me suis planté ». Parce que j'ai oublié de dire quelque chose ou j'ai pas su aborder la question de la façon qu'il fallait. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. Du coup, c'est dommage pour nous parce qu'on sait pas finalement si on passe à côté d'une pépite, tu vois, et c'est dommage pour vous qui avez loupé une occasion. Donc, se préparer, aux entretiens, c'est vraiment clé. Et après, il y a des gens qui nous disent, est-ce que je dois être un expert de l'industrie automotive? Est-ce que je dois être au courant? Est-ce que je dois lire le Financial Times les 3 semaines qui précèdent? Non. Non. On ne viendra jamais tester ce genre de choses. Ça sera toujours un plus d'avoir un petit côté business sense. Mais sincèrement, quand j'entends des jeunes qui me disent ça, je dis non, c'est pas ça. Alors, tu es aussi impliqué dans les sujets diversité et inclusion chez Bain. C'est des sujets qui sont importants aujourd'hui pour les jeunes générations et donc pour les jeunes consultants ou aspirants consultants. Dans quelle mesure Bain a-t-il intégré ces sujets-là dans sa politique de recrutement et puis dans son quotidien aussi au travail? Je suis très content de la question, Guillaume, parce que la diversité et l'inclusion chez nous, j'ai presque envie de te dire, c'est sine qua non aujourd'hui. C'est assez vrai dans le monde du travail en général, mais chez nous, on a pris ça à bras-le-corps. En fait, ça fait très longtemps que les sujets de diversité sont très importants chez Bain, parce que c'est très lié à cette notion que je t'expliquais tout à l'heure de teaming, tu vois, on est des humains chez Bain, on se connaît, et donc on fait attention les uns les autres. Et donc, d'une certaine façon, la culture Bain est une culture très inclusive. Ce qui a changé peut-être dans les 5 dernières années, mais dans les 3 dernières années, il y a une vraie accélération, c'est qu'on est devenu plus conscient de ça, on devient plus conscient, on se met à le suivre avec des KPIs, on veut s'assurer que l'inclusion, que nous pouvons la mesurer et que du coup nous faisons des efforts et qu'on va dans le bon sens et du progrès. Et c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, surtout certaines personnes qui sont issues de la diversité sont méfiantes un peu de ces discours institutionnels des entreprises et qui pensent que c'est du washing, tu vois, du pink washing, et qui te disent oui, en fait, vous parlez de vos groupes, de vos réseaux LGBT+, vous parlez de ce que vous faites pour l'inclusion des femmes, pour les personnes handicapées, mais tout ça, c'est juste pour vous racheter la conscience et tout. Et je peux comprendre qu'on se pose cette question quand on est de l'extérieur parce que il y a un excès de communication. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus de communication aujourd'hui sur le sujet. Je me reprends sur le mot excès parce que je pense qu'on ne peut jamais être dans l'excès quand on communique sur ces sujets. Donc, quand j'ai dit excès, c'était dans le sens qu'il y en a beaucoup, mais je ne pense pas du tout qu'on puisse jamais être dans l'excès. On en reviendra si tu veux. Mais en tout cas,
il y a beaucoup de communication sur le D&I et des jeunes, notamment ceux qui viennent des minorités, peuvent se dire non mais d'accord, mais à la rigueur c'est pas important pour moi le blabla. Ce que je veux c'est de l'acte. Et donc du coup c'est là où je te dis que ça fait peut-être 5 ans que chez Bain on structure le sujet, on le travaille à bras le corps, mais ça fait depuis la création en 73 que c'est dans l'ADN. Et donc, du coup, c'est assez facile de faire du D&I chez Bain. C'est assez facile, pas tous les jours. Mais c'est assez facile parce que je suis dans un environnement, alors je sais pas si tu le sais, mais je suis le responsable D&I du bureau. Donc, D&I pour Diversity and Inclusion. Et oui, non, c'est pas tous les jours facile, mais je suis dans une culture qui embrasse la diversité et l'inclusion. Et donc du coup, pour moi, c'est un plaisir de tous les jours de m'assurer que nous recrutons des pools divers. C'est aussi pour ça que je faisais ce commentaire sur le fait que nous ne sommes pas ouverts que à un certain nombre limité d'écoles ou de formations ou de profils, d'accord? Et qu'après, un de mes objectifs à moi, c'est de m'assurer que la diversité s'épanouit chez Bain, et donc non seulement qu'on la recrute, mais qu'elle reste et qu'on l'épanouit. Tu vois. Alors comment on fait? Est-ce qu'il y a des actions précises qui sont mises en place chez Bain aujourd'hui, impulsées par toi, mais aussi mises en place par tes équipes? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ouais. J'aime voir nos actions sous 3 angles. Le premier, c'est l'angle du recrutement. Dans le recrutement, malheureusement ou heureusement, chacun le verra à sa façon, on ne fait pas de discrimination positive. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes une femme ou une personne de la communauté LGBT ou de couleur que vous allez avoir une préférence sur quelqu'un qui n'est pas de la diversité. D'accord? Donc, c'est un choix qu'a fait Bain. Il peut être discutable, mais c'est un choix. Et c'est le cas. Ceci dit, nos efforts de recrutement sont là pour nous assurer que les gens issus de la diversité vont considérer une carrière dans le conseil. Pendant très longtemps, alors je t'ai dit tout à l'heure que j'étais marié à un homme, donc je suis homo. Pendant très longtemps, quand moi j'étais plus jeune en tout cas, il y avait cette espèce de sentiment que les gens de la communauté LGBT ne pouvaient pas s'épanouir dans le conseil ou dans la banque. Que c'était des industries qui étaient extrêmement fermées à ces profils et qu'en fait, un LGBT, n'est-ce pas, allons dans les stéréotypes, hein. Un LGBT, c'est forcément quelqu'un de créatif. Et donc, pour ça, il faut faire du marketing. Et donc, pour ça, on fait pas du conseil. Et donc, une des choses mais pour le coup, ça fait des années que je me bagarre, même déjà quand j'étais au BCG là-dessus, c'est de m'assurer que tout le monde sent que le conseil peut être éventuellement pour eux. Et pour ça, 2 choses. Je m'assure qu'en interne, la culture est suffisamment bienveillante pour accueillir les gens qui sont différents, mais je m'assure aussi, et c'est là le volet recrutement, que les gens extérieurs savent que nous les accueillons. Et que Alors, il y a quelque temps, il y avait eu un article dans Le Monde qui disait que dans le conseil, on était des clones ou des robots. Je pense que c'est assez loin de la réalité. Et encore moins aujourd'hui. On a des gens très différents. On a une façon peut-être de réfléchir qui est structurée d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'on réfléchit tous de la même façon. Mais on a une façon de réfléchir qui est structurée parce qu'on a besoin de réfléchir vite et de comprendre rapidement où est le problème. Parce que quand on vient nous voir, comme je te disais tout à l'heure, le client nous pose une question, mais c'est pas nécessairement quelque chose de très précis. Et donc nous, on doit les aider. Donc oui, on forme nos équipes à apprendre à réfléchir. Mais j'ai envie de dire, c'est ce que faisait Aristote avec ses disciples, hein. Et donc, du coup, mais bon, voilà. Donc, premier angle, le recrutement, dans le sens où s'assurer que les gens comprennent que c'est un métier qui peut être fait pour n'importe qui. C'est pas parce qu'on est de couleur ou handicapé ou LGBT qu'on peut pas. Angle numéro 1. L'angle numéro 2, c'est l'angle de l'affiliation. Une fois on est chez Bain, mon objectif à moi, c'est qu'on reste le plus longtemps, ou en tout cas, qu'on ne parte pas parce qu'on s'est senti exclu. D'accord? Et donc, pour ça, je m'assure, et donc on a un certain nombre d'indicateurs, on a un certain nombre de canaux de communication. Certains sont anonymes, d'autres non, tu vois, mais on s'assure que on identifie d'éventuelles situations qui peuvent être un peu problématiques pour aller les corriger, pour s'assurer que on ne perd pas quelqu'un à cause de ça.
Si quelqu'un veut nous quitter parce qu'il décide finalement il ou elle décide que le conseil n'est pas fait pour lui ou elle, très bien. Mais je ne veux pas qu'on nous quitte parce qu'on dit je me suis senti exclu. Et donc ça, c'est le côté affiliation. Et pour ça, on crée des communautés, on se réunit. Des fois, c'est plus facile de parler de certains sujets avec des gens qui sont de la même communauté. Des fois, en France, on dit ouais, c'est du communautarisme. Non. Le mot communautarisme, faut faire attention à ce qu'on dit, hein. C'est pas nécessairement négatif. Parce que des fois, on a besoin de parler à des gens dont on sait par avance qu'ils vont savoir ou pouvoir nous comprendre. Et ça a que servent les communautés. C'est pas nécessairement négatif. Donc, l'affiliation est créer un sens d'appartenance qui passe souvent par les communautés, mais pas que, pour s'assurer que les gens se sentent bien. Et troisièmement, et pour finir, faire contribuer la cause du D&I beaucoup plus largement que chez Bain, et donc pour ça, il faut communiquer. On communique avec nos clients, mais pas que. Et donc, on va s'engager dans un certain nombre d'actions. La toute dernière, j'étais mardi, non ? Enfin, oui, il y a 2 jours, au Grand Prix de la diversité de la l'AFL, où nous sommes partenaires. Et pourquoi on fait ça ? Pareil, c'est pas pour se dorer le blason. C'est parce qu'on y croit. C'est parce qu'on se dit, en contribuant à ça, j'ai l'espoir de contribuer à créer une société dans laquelle moi-même je me sens mieux. Donc, si vous voulez dire que c'est égoïste, peut-être, parce que j'ai envie, moi, de me sentir mieux dans cette société, mais j'ai l'espoir qu'en faisant ça, les autres aussi se sentiront mieux. Donc, voilà les 3 points. Alors, l'environnement du conseil aujourd'hui, il est un peu plus difficile qu'à une époque. Il y a des tensions au niveau économique avec l'inflation, des conditions de financement plus difficiles, notamment pour les fonds de PI et pour l'activité de Bain en due diligence, ça peut aussi poser des problèmes. Et puis il y a aussi des tensions géopolitiques avec le conflit en Ukraine qui a été un tournant et aujourd'hui avec ce qui se passe au Proche-Orient. Dans quelle mesure l'activité opérationnelle de Bain est-elle impactée par ces éléments ? Alors, ces éléments ont impacté nos clients et donc par ricochet ont un impact dans l'ensemble de l'écosystème. Ceci dit, parfois, c'est quand on est dans une situation difficile qu'il y a le plus besoin de conseils aussi, non ? Enfin, si tu réfléchis même à ta vie privée, quand c'est que tu vas demander conseil à tes amis, c'est probablement quand tu n'es pas capable de trouver la solution par toi-même. Donc en fait, l'industrie du conseil est une industrie nous sommes impactés par les cycles macroéconomiques, c'est indéniable. Mais nous le sommes peut-être d'une façon un peu particulière. Et donc, c'est pas parce que... Et donc, la preuve, je vais donner une preuve, Guillaume. Nous, Bain, nous avons grandi de 50% à Paris en 2 ans. Or, c'était la période directe post-Covid. Le Covid a entraîné une disruption telle de tout. En fait, sincèrement, j'ai beaucoup de mal à me dire quel domaine n'a pas été impacté, que du coup, le Covid a obligé les acteurs économiques à se réinventer en un temps très court. Alors, ils étaient tous dans une seringue, nous étions tous dans une seringue, hein, et il fallait se réinventer. On savait pas combien de temps allaient durer les confinements, on savait pas s'il allait y avoir 1, 2, 4, 10, on savait pas si ça allait devenir la nouvelle norme. Et donc, du coup, l'industrie du conseil a beaucoup grandi à cette époque, nous notamment. Nous, d'ailleurs, je suis assez fier parce que nous pensons avoir été ceux qui avons le plus grandi sur la place de Paris sur ces 3 dernières années. Mais parce qu'il y a eu un besoin de se réinventer, et donc de nous se réinventer, nous, et de réinventer nos clients. Et du coup, il y a eu un besoin d'accompagnement. Cette année 2023 a été une année plus de rééquilibrage. On avait beaucoup cru. Cette année, on a cru moins, puisque il y a, comme partout, un besoin à un moment donné aussi de, je pense, quand on grandit, en fait, on construit. Il faut parfois aussi s'assurer qu'on solidifie les bases. Et c'est le cas aussi pour nos clients. Et donc, quand il y a beaucoup de changements, arrive aussi un moment de consolidation peut-être. Et donc, oui, cette année a été un peu plus particulière. Je pense que ça se ressent avec les gens que vous accompagnez, qui peut-être au niveau du recrutement trouvent que la période est moins propice. Et donc, c'est vrai chez nos clients et c'est vrai aussi chez nous un petit peu.
On est toujours en croissance, on a toujours la volonté de recruter, mais c'est vrai que après avoir cru 50% en si peu de temps, nous sommes là dans une année qui est un petit peu plus de modération que ce qu'on a fait dans les années précédentes. Nous allons passer à la dernière partie de ce Career Insight. C'est le traditionnel quiz du Career Insight. Je vais rappeler les règles, des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. D'accord. Si tu devais décrire le BCG en un mot, ce serait lequel? Mon passé. Si tu devais décrire Bain en un mot, cela serait lequel? L'avenir. Ton meilleur souvenir professionnel? Une soirée dans un resto très tard, après avoir travaillé toute la journée comme des malades, autour d'une bouteille de vin. Ton pire souvenir professionnel? Un client qui m'insulte du fait de l'école de laquelle je viens. Le plus beau projet sur lequel tu as travaillé? Le plan de décarbonisation d'un client qui me tient très à cœur. Le projet le plus difficile auquel tu as été confronté? Eh bien, Joker, parce que je les ai tous aimés d'une façon ou d'une autre. Le client qui t'a le plus impressionné? Nominativement? Ou une entreprise? Oui, une entreprise ou une personne. Véronique Pinchianati. Et tu peux nous dire qui est cette personne? C'est la DG adjointe de Danone aujourd'hui. Et c'est une personne qui m'inspire énormément parce qu'elle combine à la perfection la puissance d'intellect, mais aussi une personne ouverte, accessible, malgré le fait qu'elle est extrêmement senior. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? La difficulté que j'ai eue une fois dans une mission au Moyen-Orient, d'être moi-même. Le conseil que tu donnerais au jeune Manel Oliva Trastoy qui étudiait à l'INSA à Toulouse à la fin des années 90? Rêve grand, mon pote. Merci Manel pour ton temps. Merci à toi, Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.